Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'organiser des petits groupes pour parler de la santé ici avec cette masse de gens qui a Oui, mais il faut qu'on reprenne la parole sur la santé justement, puisqu'elle est un petit peu séquestrée dans les grandes chaînes d'information. Donc il y a une seule parole actuellement dans les médias. Donc il est intéressant, et ça a commencé à être fait notamment avec Réinfo Covid, de se réapproprier notre santé et du coup d'en parler entre nous et de trouver des alternatives, de trouver d'autres moyens et d'autres voies de soins et aussi d'informations pour se soigner, pour continuer à bien se soigner aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'être spécialiste pour commencer à aborder le sujet entre citoyens? Mais pas du tout. Puisque nous avons tous un corps, nous sommes tous normalement aptes à se soigner nous-mêmes, en fait. Nos grands-mères le faisaient, nos ancêtres encore plus anciens le faisaient, et la santé a été pris en otage par les médecins. C'est pas qu'ils ont voulu, mais en tous les cas, on a délégué notre pouvoir au milieu médical, qui des fois s'en sert bien, enfin soigne bien, mais n'est pas toujours à l'écoute du patient en fait. D'abord, moi ce que j'ai appris dans les études, parce que j'étais médecin, donc, ce que j'ai appris dans mes études de médecine, c'est la première chose à faire, c'est d'écouter le patient. Et c'est pas que écouter non plus les symptômes, c'est écouter ce qu'il ressent, comment il vit, comment il... voilà. Pour moi, c'était la base de mon métier, en fait, c'était vraiment d'écouter le patient. Et donc, il faut réapprendre aux gens aussi à s'écouter. C'est-à-dire sentir qu'est-ce qui... moi, ce que j'expliquais à mes patients aussi, c'est que c'est pas parce que je leur disais que je pensais qu'il fallait faire ça, que c'était exactement ça qu'il fallait faire. Parce que eux, ils ont aussi leur avis. Ils ont aussi un avis sur leur corps, sur leur psychisme. Ils savent aussi ce qui est bon pour eux. Voilà, le médecin, le thérapeute, le soignant, il est là pour les guider, mais pas pour choisir à leur place. C'est-à-dire que le soin, le médecin, l'infirmière, le thérapeute propose le soin et le patient dit oui ou non, ça me va ou ça ne me convient pas. Moi j'ai des patients qui m'ont refusé des soins, même des soins de chimiothérapie en phase de cancer. C'est leur choix en fait. Moi je suis là pour les informer qu'est-ce qu'ils risquent, quelles sont les possibilités, quels sont les risques. Mais après le choix final il revient de toute façon au patient et pas au médecin. Et aujourd'hui ça c'est vraiment, et là on le voit encore plus dans le Covid, c'est qu'il n'y a que le médecin qui sait, ou l'expert, ou le scientifique. Bon enfin ils ne sont pas tous d'accord donc... Mais voilà, c'est important que chaque personne reprenne le pouvoir sur sa santé. Comme dans tout autre domaine en fait. On a tous une expertise propre de son état de santé. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, si les gens se réunissent ici par petits groupes, ce qu'on peut souhaiter, ouais. Ils peuvent parler de leur santé bien sûr. Sans être médecin. Bien sûr. Donc est-ce que le médecin peut écouter les manifestants du coup? Oui, moi je peux, oui. Voilà. Je pense qu'il y a j'ai vu d'autres médecins dans les manifestations, des médecins plutôt à la retraite, des médecins en activité, j'en vois pas beaucoup, mais je sais que ça commence un petit peu à se réveiller quand même. Voilà, donc nous on a une expertise parce qu'on a une expérience. C'est-à-dire qu'on a écouté beaucoup d'histoires, on a vu beaucoup de corps, on a accompagné beaucoup et donc on a une expertise, mais on n'a pas la vérité absolue pour chacun. Donc tout le monde doit reparler de la santé et doit reprendre son pouvoir d'auto-guérison en plus, parce qu'on a tous un pouvoir d'auto-guérison. Oui, parce qu'on peut cicatriser. On cicatrise déjà tout seul, donc ça veut dire qu'on a un pouvoir d'auto-guérison. Donc tu peux être là la semaine prochaine éventuellement? Et oui, normalement je peux être là. Formidable, la semaine super. Prochaine.
on est arrivé un petit peu à un moment charnière au niveau de ces manifestations, c'est-à-dire qu'on est sorti dans la rue pour dire qu'on ne voulait pas ce pass sanitaire, qu'on avait des doutes sur les conflits d'intérêts qu'il pouvait y avoir au niveau du vaccin. Je ne suis pas ni épidémiologiste ni virologue, je ne peux pas me prononcer. Les seules choses que je peux faire, c'est essayer de trouver un petit peu les informations de part et d'autre, avec voilà, le peu de sincérité que je peux trouver auprès des médias mainstream. Proposer aujourd'hui pour sortir un petit peu de ce... Il faut élargir aujourd'hui la question du pass sanitaire, de la vaccination ou pas et de la liberté. Il faut aller au-delà et moi je sais que je suis un petit peu motivé par l'idée de mettre sur le devant de la scène là un questionnement sur ce qui va être les institutions, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de nos institutions de la Ve République. C'est pas normal aujourd'hui qu'on ait un président jupitérien qui le matin pour le soir arrive et nous dise je vous confine, je vous déconfine, je vous oblige à porter le masque, je vous impose un pass sanitaire. Donc c'est des questions qui vont ressurgir dans le débat public. Il va y avoir effectivement la question un peu plus globale, je l'espère en tout cas, de la question de la démocratie et de savoir comment on s'organise. Est-ce qu'on est en mesure de proposer autre chose que les règles du jeu actuelles de la Ve République? Je le pense, parce que le mouvement des Gilets jaunes avait aussi débouché sur ça. D'une question de taxe sur le gasoil, on débouche 5 mois plus tard à la question du RIC, référendum d'initiative citoyenne. C'est une envie, c'est une compréhension, je pense, des gens et du citoyen, que la question est aujourd'hui sur le plan démocratique. Une 6e République, ça veut dire repenser complètement les institutions d'aujourd'hui. Est-ce que ça peut faire peur aux gens? Déjà, il faut savoir qu'avant la 5e, il y en a eu 4, donc on n'est pas à notre coup d'essai. C'est de la matière vivante, une démocratie. Donc il faut, à un moment donné, que les citoyens réécrivent, se réinvestissent, surgissent sur la place publique en disant on est en mesure de proposer des nouvelles règles du jeu. C'est ça, en fait, la République et les questions constitutionnelles, c'est à quelles règles du jeu je suis prêt à me soumettre. À quelles règles du jeu je suis prêt à me soumettre. Moi je pense aujourd'hui qu'on est intelligent, je pense que l'élite elle est dans la rue, elle est pas, je ne confonds pas les gens qui font tourner la boutique avec la caste qui s'approprie les richesses. Je pense aujourd'hui qu'on est en mesure de proposer quelque chose de très intelligent collectivement, qui prenne en compte les enjeux d'actualité que sont la transition, la bifurcation écologique, les questions constitutionnelles, les questions de l'égalité entre hommes et femmes, toutes ces questions qui traversent notre vie et qui font notre quotidien. Aujourd'hui, on a un service de santé qui est martyrisé. Il n'est pas martyrisé depuis hier, il n'est pas martyrisé depuis le Covid. On sait qu'il y a eu une grève qui a duré 1 an en 2019, des soignants qui exigeaient plus de moyens, pas pour eux, mais pour faire correctement leur travail. Donc la question démocratique aujourd'hui, elle est dans notre quotidien. Donc la réécriture de la Constitution, ça nécessite beaucoup de travail. Est-ce qu'on peut commencer à l'ébaucher dans des réunions comme ça, ici? Il faut faire feu de tout bois, je vais dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les occasions sont bonnes, qu'elles passent par des mouvements citoyens comme celui-ci ou comme les Gilets jaunes l'ont fait et le font encore. Et ça passe aussi par des élections où ce sont des moments de grande conscientisation, où les questions de société sont abordées. Et il faut effectivement qu'on se penche sur la question des institutions, de qui nous représente et comment et avec quel pouvoir, quel contre-pouvoir, mais aussi de la démocratie dans le monde du travail. Aujourd'hui, on est citoyen dans les rues, mais quand on rentre dans le monde de l'entreprise, on accepte de signer un lien de subordination. Il faut aujourd'hui mettre de la démocratie aussi à l'intérieur du travail et du monde du travail. Donc effectivement, la question démocratique, ça va être une question qui recoupe toutes les facettes de notre quotidien. Donc la semaine prochaine, on peut commencer la discussion. Je pense qu'on peut la discuter. Je pense qu'on peut commencer à discuter, effectivement. Je pense qu'on est déjà en train de le faire. Pourquoi attendre la semaine prochaine? Moi, je suis ici aussi pour discuter. Je ne pense pas que le consensus apporte grand-chose. Je suis pour le dissensus à travers un cadre démocratique et non violent. Donc, vive le conflit maîtrisé. Merci. Merci à toi. Après, si tu veux qu'on parle d'agriculture, pour moi, je fais une relation entre la grippe aviaire, que je connais bien, et la situation actuelle, où on est exactement dans la même logique à la con.
de vouloir soigner par des traitements technologiques, techno-machin, une maladie qu'on a créée nous-mêmes par les conditions environnementales. Donc on est exactement dans la même chose. Aujourd'hui, les gens qui meurent du Covid, ils meurent de comorbidité, d'obésité, de troubles cardiaques, de toutes choses. C'est ça aujourd'hui qu'on devrait combattre. Au lieu de mettre des vaccinodromes dans les collèges, on devrait remettre des infirmières qui fassent de l'éducation à la santé, de base, à l'alimentation. On refasse du sport. On va interdire aux gamins de faire du sport parce qu'ils n'ont pas le pass sanitaire, alors que c'est essentiel à la santé. Voilà, c'est complètement absurde. Donc de toute façon, il y a un très beau bouquin qu'a sorti Marie-Monique Robin, La fabrique des pandémies, qui explique que c'est tout notre mode de production actuel d'industrialisation, de mondialisation, de globalisation, de déforestation, qui est à l'origine de perte de la biodiversité, sans parler des pesticides. Bon, moi personnellement, j'ai 1 nanogramme de glyphosate dans mes urines et il y en a qui en ont beaucoup plus que moi. Ben, c'est tout ça qu'il faut remettre à plat. Au lieu de vouloir régler aujourd'hui, trouver le vaccin contre une pandémie, et tant qu'on n'aura pas changé les conditions, eh ben, on en aura une nouvelle dans 2 ans, dans 3 ans, et on recommencera avec la même logique. Il faut tout remettre à plat. Alors, est-ce que ça vaut le coup de remettre à plat ça avec les autres citoyens par petits groupes pour discuter de manière fine de ces situations? Bien sûr. D'abord, il faut réfléchir à la Constitution qui nous donne les moyens de pouvoir agir, nous, en tant que citoyens. Je vais prendre un exemple très simple. La Chambre d'agriculture, c'est quelque chose qui est hérité de la France de Vichy, les chambres consulaires. Il y a la Confédération de paysanne, elle a 20% des voix aux élections professionnelles et on a 2 sièges sur 27 à la Chambre d'agriculture. Et où sont les citoyens? Parce que quand on parle d'agriculture, on parle de ce qu'on mange. Donc tout le monde devrait être concerné. La politique agricole commune, elle est discutée, elle est votée au niveau européen. Et il y a un cadre, et après au niveau français, c'est discuté entre le ministre de l'Agriculture et les syndicats. Autrement dit, c'est Madame Lambert qui dit au ministre de l'Agriculture, voilà ce que tu vas faire. Ça devrait mériter un débat public quand même, ce qu'on met dans notre assiette. Alors, Sans compter que les subventions à l'agriculture, à la PAC, qui sont distribuées de manière complètement injuste, hein, sans plafonnement pour les plus gros et avec des petits qui ne touchent rien, ça c'est l'argent de nos impôts, donc ça mériterait quand même un débat, au minimum un débat à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut faire aussi des assemblées populaires ici pour discuter de ça? Mais bien sûr. Bon, est-ce que toi tu serais partant pour encadrer, mais pour être avec 1 ou 2 groupes? Pour animer, oui. Pour être un ressource, ici, là, la semaine prochaine. Je ne sais pas si je serai là la semaine prochaine, Merzouk. Mais oui, mais dans les jours qui viennent, de toute façon. Ou dans les gens qui t'entourent, il y a des gens qui peuvent animer ça? Tout à fait, tout à fait. Donc tu les convoques pour la semaine prochaine? J'essaye. Merci mais beaucoup. il y a plein il faut faire ce qui est mis dans le film L'an 1, tu m'as amené le DVD, Vlad? J'ai oublié. L'an 01. L'an 01. C'est on s'arrête, on discute et c'est pas triste. Et on marche. Donc on commence par désobéir et dire stop. Et là, on discute. C'est comme le maquis. Les résistants, quand ils étaient jeunes, quand ils ont fui le STO, ils sont allés dans le maquis, ils n'étaient pas toujours au combat. Donc entre-temps, ils avaient du temps, ils échangeaient, ils réfléchissaient. Et c'est ça qui a fait naître plein d'idées et qui a enrichi le programme du Conseil national de la résistance. Les jours heureux, quel beau mot! Les jours heureux, c'est ça, on veut juste le droit au bonheur. Donc tu veux que demain, ça soit ici un maquis? Mais partout, qu'il y ait des maquis partout. On a déjà commencé, on a déjà fait une réunion clandestine dimanche dernier. Il faut multiplier les maquis, mais il faut aussi s'organiser et se mettre ensemble, se mettre en réseau. Parce que chacun dans son coin, on ne fera pas assez. Il faut tous se mettre ensemble. Alors la semaine prochaine, on commence à constituer des petits réseaux sans chef. On constitue des petits réseaux sans chef la semaine prochaine. Évidemment qu'il n'y a pas de chef. Ok, on y va. On est tous citoyens, tous égaux. Merci. Et tous libres. La semaine prochaine, normalement, ici, il devrait y avoir des petits groupes de discussion sur le RIC, la 6e République, l'alimentation,
la démocratie, etc. Mais on oublie un truc qui s'appelle la culture. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup d'en discuter de la culture? Non, absolument pas. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, il me semble, de ce que j'entends dans les médias en tout cas, ce que j'entends pas. Si, c'est intéressant d'en parler, je pense. Forcément. Je me présente peut-être pour pouvoir voilà, en parler tranquillement. À mon petit niveau, alors moi je m'appelle Jérôme Bordas, je suis comédien, je suis directeur artistique de compagnie de théâtre, Chipotola. On joue jeudi la semaine prochaine à Saint-Cyr-la-Popie, venez voir Percé. Un petit peu de pub. En fait, la culture c'est un peu complexe en ce moment. Moi quand je dis à mon petit niveau, c'est parce que je suis jeune responsable de compagnie de théâtre et qu'on est confronté actuellement, comme tout corps de métier, comme beaucoup de corps de métier, à des complexifications dues à toutes les lois, etc. Et à est-ce qu'on peut jouer ou pas, oui, quand, comment, devant qui, par rapport au pass notamment. On a eu une période de création de spectacle avec une collègue à moi qui s'appelle Violette Guillarme, qui est danseuse, sur un spectacle qui s'appelle Je tue elle, où pendant 6 mois on a pris du recul, du temps. Et au final, on pensait ne pas jouer et ça s'est fini où on a pu jouer dans des écoles, devant des scolaires, alors qu'en fait, on ne pouvait pas jouer dans les théâtres, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est un peu compliqué actuellement. On peut faire des choses très bizarres. Actuellement, on peut encore jouer sans masque. Et, enfin, moi, je suis contre le masque. En tout cas, je ne jouerai pas avec un masque, sauf si je fais de la commedia dell'arte. mais voilà. Mais je ne sais pas. Si vous avez des questions, ça m'orienterait. Oui, alors, est-ce que la culture apporte quelque chose à la démocratie ou... Non, rien de spécial. Non, pas plus que, je sais pas moi, l'automobile ou... Non, sérieusement, en plus je dis l'automobile exprès parce que la culture, elle apporte à chacun ce qu'elle peut. Déjà, je pense que c'est important de se cultiver, ça permet de réfléchir autrement, on va dire. Et puis après, on va parler en termes d'économie. Il faut savoir que la culture, je vous dis des chiffres à peu près parce que je ne maîtrise pas bien ça, mais sensiblement, c'est une des 3e rentrées d'argent en France. Parce que par exemple, le festival d'Avignon Avignon sans le festival, vous n'avez pas d'entrée d'argent au niveau des restaurateurs. Il y a la moitié des restaurateurs et des cafetiers qui ferment en fait. Et donc en France, la culture est avant l'automobile, logiquement, en termes de rentrée économique indirecte. Donc oui, c'est important en termes économiques et en termes de culture et en termes de connaissances personnelles. C'est quand même bien d'apprendre autre chose que le théâtre à l'école, si on peut dire. Parce que moi, Est-ce qu'il y a des chansons qui t'ont éveillé à Des chansons à la conscience politique, par exemple? À la conscience politique? Oui. Des chansons? J'ai tombé la chemise de Zebda, j'aime beaucoup. Non, je sais pas. Moi, je suis pas... Non, je vois pas comme ça, en plus en chanson. Là, on me parle beaucoup en ce moment parce que je veux faire un spectacle, je ne vais pas en dire trop, mais j'ai envie de créer un spectacle que je voulais faire cette année, mais que j'ai reporté à 2 ans parce que trop complexe pour moi. Et on n'arrête pas de me parler de, si je ne dis pas de bêtises, la Boétie, discours de la servitude volontaire. Il faut à tout prix que je le lise parce qu'apparemment c'est vraiment intéressant, voilà, dans le contexte actuel. Donc peut-être lire ça, déjà ça peut être pas mal. Il y a la dame qui a parlé tout à l'heure, je l'ai noté, de l'ordre cannibale, je crois, de Attali, Jacques Attali, à voir. Je sais pas, je ne l'ai pas lu, mais bon. En tout cas, on me parle beaucoup de ce livre, l'autre d'avant. Mais en tout cas, la culture, je pense, quoi qu'il en soit, même si, parce que moi, je fais notamment un spectacle drôle dont je parlais tout à l'heure, Percé, mais qui parle de mythologie grecque, donc qui raconte une histoire ancienne, très ancienne, de plus de 3000 ans, et qui permet à des jeunes ou moins jeunes d'entendre une histoire existante d'une manière ludique, et ils se rappelleront peut-être de certains dieux grecs plus tard, parce qu'ils auront passé un bon moment, je l'espère, et qu'ils auront appris ça, en tout cas ça dans leur culture personnelle. Et ça, c'est important. Et toi, quand tu viens dans une manif comme celle-ci, est-ce que tu viens parce que tu es bousculé dans ton métier ou parce que c'est important de participer à un mouvement, d'expression démocratique? Alors moi, je viens en tant qu'individu. Je ne viens pas en tant que comédien ou que directeur de compagnie, peu importe. Moi, je viens vraiment à titre personnel. Je ne vais pas m'étendre sur le côté est-ce qu'un artiste doit être engagé, etc. Parce que je pense que c'est un débat très important. Je suis ni pour ni contre parce que je pense que j'ai déjà entendu des avis divers et je trouve que les gens ont des bonnes raisons. Je pense que l'implication politique, elle doit être pour tout le monde. Et je suis là, je ne vais jamais aux manifs, quasiment jamais. Les gilets jaunes, je ne me suis pas bougé les fesses, j'ai un peu honte de le dire, mais pourtant j'étais avec le mouvement, mais je trouvais des bonnes raisons pour ne pas y aller. Et là, par contre, j'essaie d'y aller tout le temps parce que sans rentrer dans des possibles probables futurs qui font un peu peur, le principe juste de liberté
de base, qui est simplement de pouvoir décider ce qu'on veut faire dans un cadre donné de la démocratie française actuelle, de la République, fait que là, un pass sanitaire qu'on nous imposerait me semble quand même, voire des vaccinations pour les enfants, me semble vraiment à l'opposé d'une liberté que je pensais avoir dans mon pays. Donc je suis là en tant qu'individu pour faire masse. C'est l'impasse démocratique. Ça peut, j'espère que non. Et j'espère qu'avec le peuple, comme tout à l'heure il était dit, en paix et sans casser quoi que ce soit, j'espère que le nombre fera plier les moins nombreux plus puissants, on va dire. Donc semaine prochaine, tu participes à un groupe de... Semaine prochaine, je suis là, logiquement. Je joue jeudi, je répète vendredi et samedi, je serai là. Okay, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. C'est quoi le RIC? Le RIC, c'est un procédé pour que le peuple ait enfin le droit à une vraie démocratie. Chose qu'il n'a jamais eue, et c'est le référendum d'initiative citoyenne. Ça peut s'appliquer à tout? Ça peut s'appliquer à tout. Est-ce que ça a une vocation locale, nationale? Alors on peut commencer par une vocation locale, et puis après nationale, en fait, des sujets sur la localité. C'est une façon de mettre tout le monde d'accord sur les sujets à partir du local jusqu'au national, en fait. Des sujets qui posent débat dans la tête de chacun et qui ne sont jamais débattus par le peuple, en fait, mais par ses représentants. Et bien là, en fait, ça permet aux gens de porter leur parole et qu'à la majorité, après débat, on puisse débat, réflexion qui peut durer selon les sujets d'une semaine à un mois à un an, avec des débats où certains vont être pour une loi et d'autres donc vont porter le contre de cette loi. Et cette info peut être diffusée à tout le monde, toute la population, tous les citoyens. Ce qui fait qu'au final, si on a à agir et à réfléchir sur un sujet qui nous intéresse tous, c'est en connaissance et les choix se font démocratiquement, mais en connaissance en plus. Dans une municipalité peut dire demain, je mets en place un RIC parce qu'il y a une décision importante sur l'aménagement, par exemple. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être décidé au sein d'un conseil municipal? Alors, je pense qu'il y a des histoires de quartier. Peut-être qu'on ne peut pas demander à une municipalité comme Cahors, où il y a 20 000 habitants et plusieurs quartiers, d'intéresser tout le monde sur un quartier, puisque les gens de ce quartier sont les premiers intéressés. Donc ça part de là. Admettons, si quelque chose dans le quartier doit être transformé parce que quelqu'un a décidé de le transformer ou parce qu'on veut le transformer quand on habite le quartier, on fait remonter ces demandes et à partir d'une personne, 10, 100, selon les cas, c'est à mettre en place par commun accord. On peut débattre et trouver des solutions pour faire les choses le mieux possible, démocratiquement en tout cas, quoi. Donc est-ce que ça peut localement avoir une vertu pédagogique pour l'étendre au département, à la région, à la nation sur des sujets douloureux? C'est pédagogique puisqu'en fait ça crée le débat. On ne décide pas de couper tous les arbres de la place parce que comme ça, de but en blanc, on a décidé, on va y mettre autre chose. On en parle, pourquoi on veut couper les arbres. Et donc là, forcément, si on a le droit d'apporter son avis, son expérience, sa connaissance aussi par rapport à cet arbre qui est là ou ces arbres qui sont là, et ben on va pouvoir développer le sujet et débattre sur le sujet et après créer donc l'ancien référendum et à vote majoritaire, j'imagine. Ça, c'est à débattre dans chaque
dans chaque endroit où on organise les référendums, eh ben, on prend la meilleure décision puisque ça sera en connaissance de cause avec le plus de gens possible informés et investis dans cette décision-là, quoi. Alors il faut des lieux pour que les gens se parlent, parce que est-ce qu'on est toujours obligé de passer par l'informatique, le numérique, etc. Est-ce que par exemple dans une ville comme Cahors, il peut y avoir un lieu comme un forum, comme une agora, ou la place du RIC, où les gens se rencontrent sur les sujets pour qu'ils se parlent à vive voix, hein, parce que l'échange aussi passe par là. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être demandé à une commune? Demander à une commune d'installer physiquement le lieu du RIC. Oui, c'est-à-dire pour qu'il y ait des assemblées régulières. Alors après, si les choses ne bougent pas trop dans un village, qu'on coupe l'arbre centenaire tous les 100 ans, peut-être c'est pas nécessaire de chauffer un local juste pour l'arbre, quoi. Mais effectivement, je pense que quand il y a une vie et qu'il y a des raisons de créer ce lieu, bah oui, il faut le créer puisque c'est autant là on est à l'ombre, il fait bon, c'est l'été et puis on aime respirer. On peut faire ces choses-là avec une sonorisation parce qu'on est dehors et que le son part. On peut être dehors, décider d'être dehors, mais en tout cas pour l'hiver et peut-être pour avoir du matériel, des outils, ça peut être une connexion Internet dans un lieu donc une connexion Internet pour avoir accès à d'autres groupes de réflexion et en direct, quoi, voilà. Donc ça demande de structurer un petit peu la chose malgré tout, de manière à ce qu'il y ait des échanges qui soient féconds, entre guillemets. Oui. Mais ici, c'est déjà cette place-là, c'est ce qui se passe d'une certaine façon. Oui. La semaine prochaine, on propose que les gens se retrouvent par petits groupes pour parler du RIC, pour parler de ceci. Oui. Est-ce que tu ferais partie de ce groupe? Je ferai partie de ce groupe. Formidable! Ouais, je ferai partie de ce groupe, ouais. Merci. Bon, je m'appelle Émeric de Vallon. Je lutte depuis longtemps pour protéger la vie. Donc je pense que là, on est dans une situation un peu problématique. Et il va falloir s'organiser tous ensemble, s'organiser intelligemment. C'est l'intelligence collective qu'il faut mettre en mouvement. Donc on va se donner rendez-vous tous les samedis, ou en tout cas samedi prochain pour commencer. Il va y avoir peut-être des grands mots d'ordre, des choses comme ça, des gens qui vont parler de sujets importants. Et puis ensuite on va se regrouper, par petits groupes d'affinités sur différents sujets fondamentaux qu'on va essayer de mettre en partage tous ensemble. On va parler de nos expériences, nos envies, nos peurs, nos craintes. On va grandir intelligemment parce qu'en fait c'est tous ensemble qu'on va s'en sortir. C'est pas moi je sais, moi non, moi toi, etc. C'est ensemble qu'il faut construire une nouvelle société. On appelle à la 6e République, mais c'est ça, ou ça peut être là, je sais pas, ça peut s'appeler autrement, on s'en fout. La question c'est que l'organisation collective mondiale est en danger, l'humanité est en danger, et ce qui est plus grave que l'humanité, parce qu'après tout, on est une espèce qui détruit tout. Ce qui est plus grave, c'est qu'on emmène la biodiversité avec nous. Et tous ces animaux, toutes ces créatures n'ont pas demandé à une suprématie humaine qui détruit tout. Donc moi, je pense qu'il faut se mettre au service de la vie. Et la vie, nous sommes aussi des représentants de la vie, mais il y a moi-je. Il y a moi-je ta gueule, moi je sais, moi j'ai envie, moi j'ai peur. Et moi je fous la merde. Donc peut-être qu'il faut qu'un certain nombre de moi-je, on se réunisse, on discute, on fasse part de nos difficultés, de nos envies. On s'organise et on change le monde. On change beaucoup de choses. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple, on parle de l'argent. L'argent est sale. Ce n'est pas l'argent qui est sale, c'est le rapport qu'on entretient à l'argent. Donc c'est très simple, hein. L'argent, il ne peut pas créer de l'argent par exemple. Donc l'argent c'est un moyen d'échange. On a créé des monnaies locales pour sortir de cette création qui crée des richesses pour les plus intelligents, les malins, etc. Qui tournent le dos, qui disent tiens donne-moi ci, moi je te rends ça. Non, ça c'est l'embrouille. Donc l'argent c'est vachement intelligent comme système parce que ça permet plutôt que d'échanger ton appareil photo contre le truc là parce qu'il y a un rapport, c'est compliqué. On va trouver un truc transitoire et on va échanger en rapport. Moi je fais ça, toi tu me...
magnifique. Mais si celui qui te donne et qui te fournit cet argent, au passage il en prend, il en reprend, etc. Et puis ci et puis ça y est, on est dans la merde. Donc on est dans des notions de pouvoir, de dérèglement, de situations anormales. Et après, la frustration, la violence, la peur et puis les guerres. Donc peut-être ils cherchent à nous amener à faire la guerre. Ils l'ont dit, hein, M. Macron, il est en guerre. Mais nous, on n'est pas en guerre. Nous, on est vivants. Moi, je pratique une médecine naturelle depuis 25 ans. Alors justement, est-ce qu'on peut aborder des sujets sous la forme du temps et de la paix? C'est-à-dire qu'on est souvent confronté à l'urgence. Tu parles de la question de l'urgence. Il est urgent d'attendre, il est urgent de le faire. C'est-à-dire que la question, c'est urgent de le faire, mais prenons notre temps parce que c'est très important. Prenons tout notre temps parce que tout va changer si on change notre rapport au temps. C'est parce qu'on nous presse avec le temps, c'est qu'on a une pression intérieure. Le temps, c'est quoi? Attends, il me reste combien de temps? J'ai combien de temps? Et puis combien de temps pour vivre, etc. Commençons par lâcher ça, vivons à l'instant présent, organisons-nous, parlons-nous, comprenons-nous. Évidemment, moi j'abonde, je serai là le 28. Le 29, je suis à Toulouse. Le 28, je serai là, ouais. Je serai là, on va organiser. Le 4, je ne serai pas là parce que je fais du kendo et on va présenter le kendo, mais l'ennui, c'est qu'il nous exige des passes. Alors ça va être compliqué. On va être compliqué, mais on va faire une petite manifestation à l'entrée du stade municipal pour présenter les pratiques martiales, etc. Oui, je serai là la semaine prochaine, il faut qu'on s'organise. Mais moi, en plus, je suis disponible à ça toute ma vie. J'organise ma vie autour de ça, autour de la recherche, de la parole, la véritable parole, la sincérité. Avançons, on triche pas, on triche à l'intérieur. On se raconte des histoires, du coup, on en raconte aux autres. On croit à nos histoires, etc., etc. Ce qui est extrêmement grave, c'est qu'il y a un discours collectif qui nous est servi par tous les médias, etc. Nous avons peut-être un discours différent. Il faut peut-être faire entendre notre voix, mais elle est différente pour chacun. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est magnifique, mais c'est compliqué. C'est la diversité. C'est la diversité, c'est la vie. Merci.